bonjour. Alors, Véronique Perrault, vous n'êtes pas donc, de l'association L214, mais de l'association Droits des Animaux Sud. C'est une association basée donc dans l'Hérault, à Montpellier, et qui relaie notamment les actions pour promouvoir le véganisme, l'antispécisme et toute violence faite aux animaux. Sur ces images, justement, sur cette vidéo de l'abattoir du Vigan, on a vu que cela fait la une des informations à nouveau, après celui d'Alès. On a vu donc des images choquantes, violentes, et aujourd'hui cet abattoir est fermé et le personnel est suspendu. Est-ce que vous, à quelques mois après celui d'Alès, vous êtes surprise de revoir aussi vite, on imagine que non, des images aussi brutales, aussi violentes? Non, malheureusement, ce n'est pas une surprise du tout, parce que bon, de toute façon, ce ne sont pas des cas isolés, et je suis sûre qu'on aura à nouveau d'autres images dans le futur. Il n'y a malheureusement aucun moyen de tuer les animaux sans cruauté. Et donc, toutes ces images qui sortent maintenant, que ce soit Alès ou le Vigan, sont malheureusement la triste réalité de la grande majorité des abattoirs en France et aussi dans le monde. La grande majorité, donc, mais au moins, ce que disent les éleveurs, c'est au contraire, qu'il n'y a pas forcément de généralité à faire sur les abattoirs. Il y a eu là 2 cas. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est dans la grande majorité des cas, c'est une généralité, la brutalité dans les abattoirs? Oui, absolument. Je ne vois pas comment on peut vouloir transformer les animaux en viande sans avoir ne serait-ce qu'un peu de brutalité ou de cruauté. C'est un milieu extrêmement violent par nature. Tuer des centaines et des centaines d'animaux par jour transforme les gens malheureusement des fois en des êtres cruels parce qu'ils sont eux-mêmes traumatisés. Et donc, il est impossible de produire de la nourriture, ou plutôt des animaux pour la nourriture, sans qu'il n'y ait des dérapages dans un système qui de toute façon n'est pas fait pour le respect animal. Alors on va quand même préciser que donc l'association que vous représentez, Droits des Animaux Sud, milite pour l'abolition de l'exploitation, de la torture, du massacre des animaux et pour l'alimentation, pour l'abolition de toutes ces pratiques qui sont faites pour l'alimentation, l'habillement et l'expérimentation et les loisirs. Oui. C'est-à-dire que vous ne voulez même plus que l'on consomme de la viande. C'est exact. Et la raison est que ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire, et qu'on peut parfaitement vivre sans avoir à tuer des animaux pour manger. Le fait est, c'est que nous sommes de nombreux véganes en France maintenant à essayer de montrer un peu aux gens qu'il y a une alternative à ce système et que la violence n'est jamais une réponse. Et elle ne devrait pas d'ailleurs être une question. Et qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit que de tout temps, l'homme a toujours mangé de la viande? Ah oui, c'est une question qu'on a souvent, mais bon, vous savez, si on regarde bien l'histoire humaine, déjà nous sommes très proches d'une autre espèce qui est les gorilles, les singes. Nous sommes aussi des singes. Et il ne faut quand même pas oublier que les singes, les gorilles sont principalement végétariens. Et nous sommes dans la même catégorie. Donc nos ancêtres, en fait, beaucoup d'anthropologistes maintenant s'accordent à dire que nos ancêtres étaient en fait majoritairement végétariens, même s'ils mangeaient de temps en temps quelques animaux pour survivre. Mais regarder le passé, à mon avis, n'est pas vraiment une bonne réponse, parce qu'en fait, il faut quand même regarder vers l'avenir. L'avenir est que nous sommes en train non seulement de massacrer 70 milliards d'animaux par an juste pour la nourriture, et que nous détruisons la planète en même temps. Donc je pense qu'il faut avoir une vision plus globale des choses, qui est une vision quand même humaniste et humaine, et de reconnaître que les animaux sont des êtres sensibles qui souffrent et que nous avons besoin, il faut aussi que nous évoluions. Il faut que nous évoluions, en tout cas c'est la position donc, de votre association sur cet abattoir du Vigan. On a entendu plusieurs réactions, le gérant, notamment le responsable qui a dit qu'il n'était pas forcément toujours sur place et qu'il était choqué, qu'il ne comprenait pas ces images, qu'il lui n'avait jamais vu ça. La communauté de communes qui a annoncé être également catastrophée parce que c'était en plus un abattoir bio. Vous pensez, est-ce que vous croyez ces déclarations
je ne peux pas me mettre à la place de ce monsieur. Je lui donne le bénéfice du doute et je crois à sa sincérité. Mais il faut bien dire que où est la vérité réellement? Je veux dire, c'est un milieu qui est par essence violent. Donc, comment peut-on tuer un être vivant sans être violent ou même ne serait-ce qu'un peu cruel? Est-ce que la cruauté est uniquement de faire des dérapages, comme on l'a vu avec l'abattoir du Vigan, et c'est-à-dire faire des cruautés aux animaux qui ne sont peut-être pas dans la réglementation, mais lorsque l'on regarde réellement ce qu'est un abattoir, c'est de la violence, ce n'est pas autre chose. C'est mettre fin à la vie d'un être vivant pour des raisons futiles, et c'est le faire de manière extrêmement gratuite et violente. Donc, je veux bien que ce monsieur pense que effectivement c'est exceptionnel, je l'espère, mais honnêtement j'en ai beaucoup de doutes. Mais alors quand vous dites des raisons futiles, c'est une opinion parce que néanmoins, d'une, beaucoup de gens consomment de la viande, l'apprécient, et malgré tout, il y a aussi des éleveurs qui sont là localement et qui eux-mêmes sont choqués parce que les éleveurs ne sont pas forcément dans le rapport violent avec leurs animaux, ils sont aussi, ils peuvent être aussi dans la douceur, ils se disent eux vouloir avoir une qualité de vie pour leurs animaux et être choqués quand ils voient ces méthodes-là dans les abattoirs. Et cela fait vivre beaucoup de gens, quand même, les abattoirs aussi, des éleveurs, des distributeurs. Il y a quand même une réalité derrière. Oui, bien sûr, je comprends tout à fait leur position. Mais il ne faut pas non plus oublier que si l'on prend le cas, par exemple, des esclavagistes, si on reprend le cas des États-Unis quand il y a eu l'esclavage des Noirs, bon, bah, ce sont des gens qui avaient les mêmes positions, qui disaient, bah, écoutez, nous avons un business, nous devons faire de l'argent, et donc nous devons garder les esclaves. Mais on a bien fini par se rendre compte que c'était absolument pas éthique et qu'il fallait évoluer. Et donc ces gens-là ont appris à se reconvertir et se sont reconvertis dans d'autres business. Ce n'est pas impossible pour quelqu'un de transformer son travail et de faire autre chose. On a ce qu'on appelle à l'heure actuelle l'agriculture végane, qui est l'agriculture pour moi qui est l'agriculture de l'avenir, parce qu'elle va aller non seulement 100% végétale, mais en plus elle va plus loin que le bio. Et donc toute personne qui veut réellement améliorer les choses devrait sérieusement regarder ça comme étant un moyen bien plus simple et bien plus sain pour la planète, pour les gens et pour les animaux de nourrir la planète. On ne peut pas continuer comme ça. On est dans un système qui est en train de toute façon d'être en train de mourir à petit feu. Il va s'autodétruire progressivement car il n'est pas durable. Là encore, je reviens sur l'aspect environnemental qui est qu'on est réellement en train de détruire la planète avec notre élevage. C'est quand même... Les élevages ne sont pas responsables globalement, ni en grande majorité, du réchauffement de la planète, des désordres climatiques qu'il peut y avoir. Et effectivement, il peut y avoir des conséquences, mais c'est loin d'être majoritaire. Bah écoutez, non, c'est incorrect parce qu'en fait, l'ONU comme le World Watch Institute ont reconnu que l'élevage est la plus grande cause du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, beaucoup plus que tous les transports réunis. Ou même que le CO2. Donc en fait, l'élevage est réellement la cause numéro 1 du dérèglement de la planète. Donc il faut prendre ça en compte et se dire, bah, écoutez, il faut quand même qu'on change le système et qu'on apprenne à vivre autrement et à vivre surtout en collaboration avec les autres espèces de la planète. Il faut quand même pas oublier qu'il y a environ 1000 espèces sauvages qui disparaissent tous les jours de la planète à cause d'une seule, c'est-à-dire nous. Et que ces 1000 espèces disparaissent en grande partie justement à cause de l'élevage. Quand on voit par exemple que les loups sont massacrés parce qu'il y a les élevages de brebis qui se mettent en travers, vous avez une espèce protégée qui est en danger parce que les éleveurs ne veulent surtout pas, bien sûr, que leurs brebis soient tuées, ce que je comprends tout à fait. Vous avez l'élevage qui prend 30% de la planète Terre au niveau des terres, et donc ce n'est pas durable. On ne peut pas continuer comme ça et se dire bah, on va faire comme avant et on va continuer à manger autant de viande qu'on le fait à l'heure actuelle. Donc moi j'encourage sérieusement les gens au minimum au moins à réduire leur consommation de viande. De toute façon le bio
S'il était fait à une échelle non industrielle, il ne pourrait jamais nourrir toute la planète au niveau de consommation que l'on a à l'heure actuelle. C'est impossible. On a 7,5 milliards de personnes sur cette planète. On ne peut pas nourrir tout le monde comme on est nourri dans l'Ouest, notamment en Europe et aux États-Unis. Ce n'est pas. C'est une évidence, effectivement. C'est Il y a impossible. des besoins d'adaptation. Je voudrais revenir sur ce que vous Oui. disiez tout à l'heure, quand vous compariez le sort des animaux à celui des esclaves, des Noirs qui étaient esclaves de l'esclavagisme là, durant les siècles passés, parce que c'est aussi une des thématiques, une des idées que vous défendez, l'antispécisme. Alors, Oui. par antispécisme, c'est-à-dire que vous désignez, vous, par spécisme, le droit que s'arrogent les humains à exploiter, à tuer, à profiter des animaux. Et donc vous êtes à l'inverse de cela, vous combattez cela, c'est-à-dire que pour vous, les humains et les animaux sont à égalité. Il n'y a pas de supériorité humaine sur l'animal. On est bien d'accord? Alors oui, en gros, vous avez très bien compris. Et il est évident, bien sûr, que les humains ont des capacités que les animaux n'ont pas, mais les animaux aussi ont des capacités que les humains n'ont pas. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, on se retrouve. Au niveau de la souffrance, on est tous égaux, parce que les animaux souffrent autant que les humains peuvent souffrir. Et en fait, l'antispécisme, c'est reconnaître le droit aux animaux de pouvoir mener une vie sans être exploités. Et je crois que ça devrait être le droit de n'importe quel être vivant sur cette planète, qu'il soit humain ou non. Oui. Donc, tout à fait, vous avez très bien compris, je pense, ce que veut dire antispécisme. Alors, comment vous voulez faire pour convaincre les gens de cela? Parce qu'il y a quand même, c'est globalement partagé dans la société. Moi, le premier, je veux le dire honnêtement, je ne partage pas forcément cet avis-là. Moi, la vie d'un homme ne vaut pas la vie d'un animal. Comment vous voulez faire pour faire progresser ces idées-là? Ben déjà, il faudrait... c'est d'abord avant tout une question d'éducation. Une éducation par rapport à déjà l'intelligence des animaux, parce qu'elle est très très peu connue. On connaît très bien nos chats, nos chiens, et, parce qu'ils vivent avec nous, et donc on les reconnaît en tant qu'individus. Mais on ignore complètement que d'autres animaux sont aussi des individus qui ont une vie propre et des désirs propres et des émotions propres. Par exemple, comme beaucoup de gens, moi je n'ai pas toujours été végane. J'ai mangé des animaux jusqu'à l'âge de 36 ans. Donc ça fera 10 ans cette année que je suis végane. Et ce qui a été ma prise de conscience, c'est de réaliser que ces animaux veulent vivre, qu'ils ne désirent pas mourir plus que n'importe qui. Et eux-mêmes chassent quand même les animaux. Un chat va chasser, va manger un oiseau par exemple. Il ne va pas s'attaquer aux autres chats pour les manger. Ils vont combattre, mais eux-mêmes font des distinctions. Alors, ils font des distinctions, mais il faut aussi comprendre une chose, c'est que eux, ce sont des carnivores obligatoires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Donc, ils ne font pas une distinction morale. Nous avons la chance, nous, en tant qu'humains, de pouvoir choisir. Nous avons un corps qui est parfaitement adapté pour les plantes. Alors là, je parle en tant que quelqu'un qui a étudié la nutrition. Et donc, nous pouvons faire ce choix, justement, de ne pas choisir la violence et de choisir, justement, la compassion et la paix. Et la paix commence 3 fois par jour dans notre assiette. Donc, si vous voulez, il y a une énorme différence entre un vrai carnivore qui, lui, n'a pas le choix, est obligé de tuer pour se nourrir parce il n'a absolument pas d'autre choix biologique, et un être humain qui, lui, par contre, est tout à fait capable de vivre sans avoir à exploiter et tuer, et peut vivre très bien et en même temps améliorer d'autant plus sa santé en mangeant végétalien. Ce qui a été mon cas, ce qui est le cas de beaucoup de véganes que je connais. Et c'est aussi tout à fait reconnu scientifiquement maintenant. Mais alors l'homme peut s'en passer, mais néanmoins l'homme n'est pas non plus un végétarien pur, l'homme est omnivore. Vous comprenez que cela puisse choquer des gens, que l'on veuille leur interdire de manger, même si le choix peut être fait, mais que l'on veuille militer pour qu'ils ne mangent plus de viande, alors que globalement, si l'on s'en tient à une analyse de l'espèce humaine peut aussi très bien manger de la viande et elle a toutes les capacités pour. Alors, c'est vrai que l'on est capable de digérer la viande, mais on le fait très mal et en général, ça nous amène de maladies.
Et deuxièmement, il faut aussi regarder notre physiologie. On est conçu en fait comme des herbivores, naturellement. On se comporte comme des omnivores, ça c'est vrai. Mais parce que si on a des habitudes depuis très longtemps, donc on se dit omnivore, mais si l'on regarde bien nos organes et la façon dont notre corps est construit, nous sommes construits en fait comme des herbivores. Nous avons des Alors ça, estomacs très longs, comme tous les il herbivores. y a d'autres scientifiques qui avancent qu'au contraire, l'homme est tout à fait capable, et non seulement capable, mais également construit pour digérer toutes sortes d'aliments et être Mhm. réellement omnivore. Je veux dire, là-dessus, il y a une contestation. Alors oui, je veux bien admettre qu'il y a une contestation. Bon, personnellement, j'ai une position bien spécifique là-dessus par rapport à ma recherche personnelle. Mais bon, enfin bon, je dirais ça à la rigueur, c'est même pas important. Ce qui est important est le fait que l'on ait le choix, qu'on puisse faire un choix qui soit pacifique et non violent. Et donc pourquoi pas le faire? Si on est parfaitement capable de manger végétalien et être en très bonne santé et améliorer sa santé en plus. Je vous donne un exemple, je suis une ancienne diabétique. Bon, je me suis guérie comment? Par la nourriture, pas avec des médicaments. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Vous voulez dire que vous n'êtes plus du tout diabétique? non, pas du tout. Ouais, c'est fini. J'ai Donc éradiqué un ça. diabète de type De... A, c'est ça, celui qui se déclenche rapide jeune? Non, en fait, je l'ai eu assez tard. Je l'ai eu à la trentaine. Et c'est en étudiant la nutrition végétalienne que j'ai réalisé que je pouvais me guérir. Et c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai pris aucun médicament pour ça. Donc, puisqu'on est dans le sujet, le diabète de type 2 est complètement réversible. Mais bien sûr, les gens ne sont pas éduqués pour le savoir et les médecins n'en parlent pas puisque les médecins n'ont pas l'éducation nutritionnelle. Donc, si vous voulez, il y a énormément de choses dont je pourrais parler, mais ça prendrait un livre entier ou une émission de 2 heures. Mais pour en revenir à l'idée de l'omnivorisme, alors c'est vrai que l'on se comporte comme des omnivores, mais on a cette chance incroyable en tant qu'humain de pouvoir choisir et de pouvoir faire des choix qui ne font de mal à personne, qui ne font de mal ni aux animaux, ni à la planète, et surtout pas à nous-mêmes. Et donc, pourquoi ne pas le prendre? Ne pas le prendre. C'est ça que nous essayons de faire comprendre aux gens. On n'essaie pas de les forcer à quoi que ce soit. On essaie juste de leur ouvrir les yeux sur des alternatives et d'atteindre leur cœur réellement. Parce qu'en fait, quand on grandit, quand on est enfant, on aime les animaux, on ne veut pas leur faire de mal. Pourquoi est-ce qu'on continuerait à leur faire du mal? Et malheureusement, à l'âge adulte, on se déconnecte de notre compassion interne et on pense à certains animaux comme des amis, et on pense à d'autres animaux comme de la nourriture, et on oublie que ces animaux-là ne sont pas différents des animaux avec qui on vit. Par exemple, et on oublie aussi qu'ils sont très intelligents. Si je vous donne par exemple l'exemple d'un cochon, il faut savoir que ça c'est reconnu scientifiquement. Un cochon est plus intelligent qu'un chien, et il a, d'après les scientifiques, l'équivalent de l'intelligence d'un enfant de 3 ans. Donc ce n'est pas un animal idiot, et c'est un animal qu'on torture, à qui on fait subir les pires choses, juste pour un plaisir gustatif de quelques secondes. Alors, pour en Pourquoi? revenir quand même sur la question de l'abattoir Oui. du Vigan, celui d'Alès a fini par réouvrir parce qu'il y en avait besoin pour les éleveurs, Mhm. notamment de la région. Celui-là, est-ce qu'il y a des chances qu'il ait la même destinée au final? Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a une possibilité dans l'avenir pour finir de fermer ces abattoirs et de les faire fermer définitivement en France? C'est difficile à répondre. Pourquoi pas? Je suis optimiste. Je l'espère qu'un jour, ça ne sera plus quelque chose que les gens voudront. Mais bon, bien sûr, dans l'immédiat, je ne pense pas, ça c'est sûr. C'est vrai que bon, oui, ça va demander une prise de conscience de plus en plus de gens. J'ai eu des réactions de beaucoup de gens par rapport à Alès, juste après Alès, qui sont venus me voir quand je faisais un stand à Montpellier, justement avec Droits des animaux sud. Et plusieurs personnes m'ont dit qu'ils avaient tellement été choqués, qu'ils avaient décidé de devenir végétariens ou végétaliens. Donc ces images-là, toutes ces horreurs ont quand même un impact fort sur la conscience des gens. Et beaucoup se remettent en question et remettent en question leurs habitudes et se disent ben non, je ne veux plus faire partie d'un système pareil. Ce n'est absolument pas, c'est pas humain. D'accord. Donc pourquoi pas dans l'avenir? De toute façon, le mouvement vegan en France est en train de grandir.
C'est vrai qu'on est encore minoritaire parce que comparé à d'autres pays qui sont plus en avance, mais il y a vraiment une explosion qui est en train de se faire à l'heure actuelle. Donc je suis très optimiste que les choses vont évoluer et que beaucoup plus de gens vont commencer à avoir une prise de conscience et surtout ouvrir leur cœur à d'autres animaux et pas uniquement à l'animal humain. D'accord. Écoutez, merci beaucoup en tout cas Véronique Perrault pour ce témoignage et cette explication du véganisme, de l'antispécisme et puis donc pour votre prise de position voilà, sur cet abattoir du côté du Vigan. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir de vous parler. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Inoltre fazem une pause